hein. J'ai l'honneur de présenter notre ami Laurent Dalal. Ce sera donc, je dirais, très simple et très rapide, hein, parce qu'il vous exposera lui-même après un petit peu, je dirais, son parcours. Donc, Laurent est un ami commun, je le précise, avec notre président, hein, avec également Ludovic, hein, puisque nous œuvrons tous les deux dans une association dont je parlerai à la fin. Alors, Laurent a été agent des services spéciaux, en particulier à l'ambassade de Moscou, au temps de l'URSS, et puis également dans d'autres pays. Il travaille actuellement chez Implid, en particulier pour l'intelligence économique, et comme le bandeau le montre, pour la veille, la protection et l'influence, le rôle de l'intelligence économique en période de crise. Ça va être, je dirais, un peu le titre de son exposé tout à l'heure. Il est aussi enseignant à sciences politiques à Lyon et il préside une association formelle qui s'appelle Mathilde, qui est destinée à présenter, à, comment dirais-je, faire mieux connaître la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la raison pour laquelle, avec Ludovic, nous nous connaissons bien Laurent, puisque nous participons régulièrement, je dirais, à cette association. Je ne veux pas être trop long, je laisse la parole maintenant à notre conférencier et à son président de club. Merci Jean-François. Bon Laurent, c'est à toi alors. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Heureusement, il y a peu de personnes qui sont là parce que Jean-François a fait des révélations que moi-même, je ne fais jamais. Je ne lui en veux pas. Alors, veille, protection, influence, le rôle de l'intelligence économique en période de crise. Je ne vais pas vous faire un cours, je vais essayer d'être pragmatique. Et pour faire une confidence, je reviens d'une réunion avec des responsables économiques lyonnais et il y a des choses qui se mettent en place pour essayer de trouver justement des sorties pragmatiques avec les administrateurs judiciaires, des avocats, tout un ensemble de professions. Et je pense que c'est bien que cette crise, elle nous réveille. Alors, je vais commencer là-dessus. Peut-être pour un peu de précision, ceux qui ne connaissent pas l'intelligence économique, il y a 3 grandes dimensions dans cette notion qui n'est pas une matière, c'est plus une dynamique, je dirais. Donc, il y a 2 dimensions qui sont plus du défensif, c'est la veille et la protection. Moi, tous les matins, je me lève à 5 heures pour faire une veille pour mes clients, une veille métier. La protection, c'est faire en sorte que mes données, on ne m'en dépossède pas, notamment avec la cybercriminalité. Et puis, il y a une autre dimension qui est plus offensive, qui s'appelle l'influence, et à l'intérieur de laquelle on va placer le fameux lobbying. Je vous rappelle, les 2 capitales au monde du lobbying, c'est Bruxelles et Washington. Washington qui, en ce moment, vit des heures très particulières, comme vous le savez. De cette analyse, on peut bien sûr avoir, c'est ça qu'on a fait tout à l'heure pour les entreprises, 2 choses, puisqu'une crise, il y a des opportunités, mais il y a aussi des menaces. Donc, voilà en gros, l'intelligence économique, c'est pour moi du bon sens, de l'observation et de l'aide à la décision. Si on n'est pas dans de l'aide à la décision, c'est autre chose. C'est de la documentation, mais ce n'est pas, encore une fois, pragmatique. Pour moi, ça doit être pragmatique et à la fin, comme on dit en anglais, at the end of the day, on doit prendre une décision. Les métiers d'intelligence économique sont extrêmement variés. Ça va concerner toutes les thématiques qu'embrasse normalement une entité économique. Donc, le commerce, le marketing, la com, les médias, la stratégie, bien sûr. Vous savez que la stratégie, on l'oppose à la tactique. La stratégie, c'est là où on veut aller. La tactique, c'est les moyens pour y aller. L'audit, le conseil, la compta, les finances, la gestion des risques, le juridique, les RH, les technologies de l'information et de la communication. Alors, la sécurité, pour moi, elle doit être prise comme un vecteur de confiance. C'est-à-dire que, contrairement à une notion bien répandue, et on est un peu tous d'accord parfois que c'est un empêcheur de tourner en rond, et donc c'est pour ça que c'est difficile de s'imposer quand on fait de la sécurité et de la sûreté. Pour moi, il y a 4 étapes quand on doit faire ça. La première, c'est un diagnostic, c'est une photographie d'où on part. Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'obligations réglementaires. Je pense à la sécurité des systèmes d'information. Monsieur Dargaud connaît bien ça. Le RGPD, pas la RGPD, c'est un règlement. Sapin 2, anticorruption, rien que pour les cadeaux pour Noël. Est-ce que je l'accepte, je ne l'accepte pas? Et on doit, pour ce faire, bâtir une feuille de route pour savoir où on veut aller. Ensuite, il faut sensibiliser ce qu'on fait ce soir.
faire des mises en jeu avec ce qu'on appelle des serious games pour que ça soit un peu plus ludique. Ensuite, on va regarder quelle est la mise en conformité qu'on a dans son activité. Il y a des experts comptables comme Ludovic. Bon, ils ont un ordre, donc ils doivent être en conformité avec leur profession. Et puis, quatrièmement, on va piloter tout ça sous la forme d'un projet. Donc, avec les 4 fameuses phases d'un projet, l'initialisation, la planification, l'exécution et finalement la clôture. Si on est tellement peu nombreux, quelque chose n'est pas clair, vous me le dites. Il y a un petit schéma en haut de ma slide qui est intéressant. Il y a 2 variables quand on va s'attaquer au risque. C'est la probabilité et la gravité. Plus c'est probable, plus c'est grave, moins le risque est acceptable. Moins c'est probable, moins c'est grave, plus ce risque va être accepté. Alors, pour moi, quand on est dans une crise comme celle que nous vivons aujourd'hui, à savoir la crise sanitaire dans un premier temps, va-t-elle devenir sociale et politique dans un deuxième temps? Malheureusement, peut-être. Donc, il faut être extrêmement dans l'anticipation. Mais la crise, il faut être également dans du management opérationnel. C'est-à-dire qu'il faut avoir une feuille de route, dérouler cette feuille de route à court terme. Et la gestion de crise, ça ne s'improvise pas. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et pour moi, la première des étapes, je vous l'ai mis en grand sur cette slide, j'en ai encore parlé à la réunion d'où j'arrive, c'est une cartographie des risques, à jour. C'est-à-dire qu'en permanence, je ne vais pas, encore une fois, faire peur, c'est très facile, mais si on reprend la crise sanitaire qu'on connaît, qu'est-ce qu'on a comme mise à jour récente? On a des variantes de ce fameux virus. On a une variante britannique qui a l'air d'être extrêmement plus contagieuse, mais pas plus létale. En revanche, on a 2 variantes, la variante japonaise et surtout la variante sud-africaine, qui a l'air d'être problématique dans le sens où ils ne sont pas tous unanimes sur le fait que le vaccin puisse nous en protéger. Donc là, on a un vrai sujet, parce que s'il faut recommencer à trouver un vaccin, recommencer une politique vaccinale avec les scores qu'on a atteints jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment un sujet. Alors, je me fais un petit peu de pub. La cartographie, c'est une manière de travailler, et moi, ça fait des années que je le fais. J'ai eu la chance de coécrire avec le pape français du mind mapping un bouquin il y a 2 ans chez Duno, qui s'appelle L'art du management visuel, et donc ça donne des choses comme ça. Ça, c'est un de mes bouquins préférés. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est le best-seller des presses universitaires de Grenoble. Ça s'appelle « Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». La manipulation, c'est quelque chose qui nous concerne tous. On est manipulé du matin au soir et on manipule du matin au soir. Eh bien, ce que vous avez à l'écran, c'est quelque part un résumé, une fiche de lecture, si vous voulez, des têtes de chapitre les plus importantes de cet ouvrage. Donc, vous avez en haut à droite les objectifs, ensuite tous les moyens de la manipulation. Donc, vous avez le pied dans la porte au nez, enfin, des tas de choses que vous connaissez. Ce qui est en rouge, c'est le toucher. Quand vous laissez une personne vous toucher d'une certaine manière, il va avoir un effet de persuasion sur vous qui est bien plus important. Il y avait un très, très bon bouquin assez ancien de Vance Packard en 1959 qui parlait de la persuasion clandestine. Le toucher fait partie de ça. Ensuite, vous avez la stratégie par la contrainte, les effets, comment est-ce qu'on peut diminuer les effets de la manipulation, et puis ça se passe dans le cerveau, les neurones contre la raison. Donc voilà, là vous avez typiquement un mind map pour essayer de comprendre un concept. C'est de la psychologie de l'engagement. On verra tout à l'heure comment on le met en œuvre directement. Alors, l'intelligence économique, ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça c'est un expert judiciaire qui est un ancien gendarme. Il a pris une des cartes que moi j'ai faites, il me l'a demandé l'autorisation, il a utilisé un outil professionnel des enquêteurs, vous savez, comme dans l'affaire du petit Grégory, ça s'appelle Anacrine chez les gendarmes, et il a mis en relation, en corrélation, en fait, tout un ensemble de données qui tournent autour de l'intelligence économique. Donc, vous voyez en haut, vous avez l'intelligence économique, vous avez la veille, l'information, et tous ces symboles sont normés. C'est-à-dire qu'un enquêteur qui a été formé à cette technique, qu'il soit australien, chinois ou javanais, il va comprendre comment ça fonctionne. C'est ça la cartographie opérationnelle. Alors, est-ce que nous sommes en crise? Je pense que beaucoup de personnes ont envie de dire oui, mais la crise, normalement, académiquement, elle a 4 critères. Il faut que ça soit un phénomène d'ampleur. Il faut qu'on ait une immédiateté de l'attention qui soit requise. Il faut qu'il y ait une nécessité de s'occuper du problème. Et enfin, il faut qu'il y ait une extériorité du contrôle de la crise. Je crois pouvoir dire qu'il semblerait qu'effectivement, nous soyons en crise aujourd'hui. Alors,
pour adresser la crise, le terme exact, c'est adresser, on va regarder les deux passerelles que sont d'un côté la sécurité et de l'autre côté la sûreté. Alors, il faut essayer de faire une différence entre ces deux notions qu'on confond assez souvent. Pourquoi? Parce que pour moi, la sécurité, c'est un accident, c'est un incident. Donc, c'est une coupure d'électricité, une inondation, un séisme, un incendie, une pollution, un ouragan, un typhon. Alors que la sûreté, elle provient d'une inattention, d'un non-respect des procédures, de négligence, de sabotage. Vous savez qu'on dit que saboter, ça vient de Lyon. Ça viendrait de Lyon. Je vais le mettre au conditionnel. Les historiens ne sont pas forcément d'accord, mais Monsieur Chavant, vous devez connaître avec les grandes moustaches, tous les conteurs, en fait, nous racontent cette histoire. La richesse de Lyon, au départ, c'était les canuts. Il y avait ceux qui étaient propriétaires, ceux qui étaient salariés. Il y a eu beaucoup de révoltes chez les salariés canuts sur les pans de la Croix-Rousse. Et donc, je mets tout ça au conditionnel. Ceux qui n'étaient pas satisfaits de leurs conditions auraient pris leurs souliers de l'époque, qui était le sabot, l'auraient jeté dans le métier à tisser pour qu'il ne fonctionne plus, d'où le terme saboter. Le vol, l'agression, l'espionnage, la fraude, avec la fameuse fraude au président d'aujourd'hui. Alors, l'école à laquelle j'appartiens, c'est un professeur qui s'appelait Kerverne, qui était prof à Paris 1, ma fac Panthéon-Sorbonne et à Lyon 3, nous disait que, en fait, pour adresser une telle situation, il y a 4 moyens. P-A-R-T. Moi, j'aime bien les acronymes, on retient ça bien plus facilement. Alors, la première dimension, c'est la prévention. C'est ce qu'on essaye de faire à travers nos gestes barrières, le gel, les masques, toutes ces choses. Ensuite, il y a une variable qui n'est pas évidente, intellectuellement acceptée, justement, c'est l'acceptation. C'est-à-dire partir du principe que toute interaction humaine, elle est risquée. Je peux mourir devant vous là tout de suite. Il faut partir du principe qu'il n'y a pas d'action qui ne comporte un risque. Donc, il faut accepter ce risque. La troisième dimension, c'est la réduction. Alors, on va tout faire en sorte, le risque zéro n'existant pas, pour faire en sorte que la commission de l'action risquée, elle soit le plus tardive possible. Donc, on va mettre des barrières entre la survenance de ce risque et nous. Ça, c'est la réduction. Et le transfert, c'est très simple, c'est quand on a une activité risquée, par exemple monter à cheval, c'est le sport le plus dangereux en nombre d'accidents par licenciés, eh bien, on prend des précautions, donc on va transférer ce risque sur une police d'assurance, comme de conduire une voiture. Donc, prévention, acceptation, réduction, transfert. La crise, c'est du dérèglement du mode de fonctionnement, c'est de la saturation des capacités de communication. Il y a des personnes parmi vous, j'en suis sûr, qui arrêtent de regarder les informations parce qu'au bout d'un moment, ces panels d'experts, dont on n'est pas sûr d'ailleurs qu'ils soient vraiment des experts, on finit par ne plus savoir. On entend tellement de choses où se trouve la bonne information, l'information pertinente. Et puis, dans une crise, il y a très souvent une remise en cause de la légitimité de la structure qui gère. Oui, la politique vaccinale est mal gérée, démission de M. Véran. Et oui, c'est toujours comme ça. Donc voilà, la crise, dérèglement du mode de fonctionnement, saturation de la capacité de communication, remise en cause de la légitimité de la structure qui gère. Alors pour moi, dans une crise, il est fondamental, dès le départ, d'avoir 2 structures en interne. Une structure qui va gérer la crise, vous pouvez appeler ça cellule de crise, war room, comme vous voulez, et surtout, à côté, de manière dissociée, décloisonnée, une structure qui va gérer ce qu'on appelle la continuité de l'activité. Je m'explique. Prenez un exemple. Une petite commune, une mairie, un parc avec des enfants qui jouent, un drame, un enfant de 5 ans chute d'un toboggan sur la tête, se tue. C'est un drame total pour tout le monde, toutes les parties prenantes, comme on dit, la mairie, les parents. Admettons que la mairie, submergée par les émotions et tout ce que vous voulez, se bloque. Elle ne fonctionne plus. Or, cette mairie, elle a également des personnes âgées, impotentes, qui demandent de recevoir des plateaux repas chauds. Si d'aventure, à cause de ce premier drame, la mairie s'arrête, vous voyez où est le problème? C'est qu'on va avoir des drames en cascade. Donc, il est indispensable, quelle que soit la crise, de toujours avoir ces 2 types de structures. Une qui va gérer la crise, où on a maximum 10-12 personnes. Il ne faut pas que ça soit une cacophonie. Donc, je vais vous montrer quel genre de personnes, d'ailleurs, je pense qu'il faut mettre dedans. Et puis, à côté de ça,
une structure qui va gérer ce qu'on appelle la continuité de l'activité. À l'intérieur de la cellule de crise, vous aurez un pilote, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un pilote. Ensuite, les directions métiers qui sont concernées, selon la nature de la crise. Ensuite, la communication, parce que vous savez qu'en crise, 80% de ce qui se passe, ce n'est pas de l'action, c'est de la communication. Ça, c'est la leçon qui est pour moi la plus étonnante depuis que je m'intéresse à ces choses-là. Je répète, 80% de ce qui se passe, ce n'est pas de l'action, c'est de la communication. Ensuite, vous aurez les ressources humaines, les systèmes d'information, du juridique, et quand on en a une direction de la gestion des risques. Alors, le vrai souci avec la crise, c'est qu'elle imprime un tempo. Elle ne vous laisse plus dormir, manger, vous reposer, écouter de la musique, regarder un film, quoi que ce soit. Je vous demande de faire un petit exercice intellectuel, délicat, difficile. Sortez de votre zone de confort, allez très dur dans le mur et pensez que l'un des membres de votre famille, très proche, vient d'être enlevé. Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que vous allez continuer votre vie normalement? Bien sûr que non. Il y a une seule chose qui va se passer, vous allez vouloir impérativement que cette personne revienne. Et surtout, vous allez attendre en retour de la structure qui gère la crise le même niveau de disponibilité que le vôtre. C'est-à-dire que vous allez à 2h30 du matin, vous voulez avoir quelqu'un en face. Et c'est normal, je peux le comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va mettre en place la structure de gestion de cette crise, il est impératif de prévoir 2, 3, 4 personnes par poste. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez les cramer, entre guillemets, les brûler très rapidement. Donc, il est indispensable, dès le départ, de prévoir, avec les rotations, avec les RTT, avec les congés, enfin, si vous voulez, 2, 3, 4 personnes par poste. Parce que le tempo de la crise, il est terrible. Alors, la méthode que j'ai, elle s'appelle CEP, comme le champignon un peu véreux que je vous ai en photo, récolté au plateau des Glières, en hommage à nos résistants. Alors, cette méthode, elle est simple. Donc, c'est vraiment une méthode à moi. Elle est en 4 étapes. Donc, CEPE, cartographie, écoute, profilage, engagement. Donc, la première des étapes, où qu'on soit, même moi avec vous ce soir, j'aurais dû le faire plus attentivement, c'est on identifie, on classe les parties prenantes qui sont là. J'ai quand même essayé de compter, je crois qu'il y a 6 personnes que je connais sur les 18 qui sont présentes. Ça, c'est le C, c'est la cartographie. Ça me permet de constituer un dossier partie prenante stratégique clé. Quand j'ai bien fait cette première action, cette première démarche, je peux passer à la deuxième, la seconde. Et là, c'est le recueil des attentes, l'écoute active des doléances de ces parties prenantes. Donc, l'écoute, elle est formelle et informelle. Ça nous permet d'avoir une connaissance précise des attentes, des sujets d'intérêt par partie prenante. Je vous rappelle que quelle que soit une partie prenante, vous, moi, qui vous voulez, on a toujours une attente et un impact. Donc, il est important, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise communication, de déception, qu'on ait bien cerné quelle est l'attente de cette partie prenante. Une fois qu'on a bien fait 1 plus 2, on peut passer à la troisième étape, qui est mon métier d'origine, donc le profilage. Donc, je prends une feuille de papier, un stylo, et je note tous les détails de ma cible, qu'elle soit personne physique ou personne morale. Même les détails anodins. Cette personne a un chien, comment s'appelle le chien, à quel endroit elle le promène, combien de fois par jour. Même si ça paraît anodin. Et ça va me permettre de me constituer un fichier contact personnel nominatif extrêmement détaillé. Quand j'ai bien fait 1 plus 2 plus 3, j'ai fait ce qu'on appelle l'environnement de ma cible. Et je suis capable de passer à la 4e étape, et j'en parlais tout à l'heure, on parle de psychologie de l'engagement. Cette 4e étape, c'est l'engagement, c'est-à-dire véritablement l'action. Mais c'est uniquement après les 3 premières étapes que je vais pouvoir le faire. Et si mes 3 premières étapes sont bien faites, cette 4e n'est qu'une simple formalité. Donc, je répète, cartographie, écoute, profilage, engagement. Donc, il faut savoir, en fait, rapidement adresser les enjeux de la crise. Donc, détecter, gérer l'entrée dans la crise, évaluer rapidement sa gravité, répondre à cette crise, sinon, vous n'êtes pas responsable. Détecter la fin de la crise, ce que j'espère qu'on verra cette année, et capitaliser pour qu'on ne
subissent pas les mêmes dommages aux mêmes endroits. Donc, les 3 temps de la crise, en fait, c'est quoi? C'est d'abord avant, donc c'est de l'anticipation. C'est pour ça qu'on paye des conseils, pour savoir un petit peu à l'avance qu'est-ce qui va pouvoir se passer. En ce moment, on est un peu comme ça avec les entreprises. On essaye de les aider pour leur dire comment la reprise risque de se passer et comment il faut se réorganiser pour pouvoir repartir en termes de BFR, enfin, toutes ces choses-là. Le pendant, c'est la gestion et l'après, c'est la mémoire. La mémoire de la crise, c'est vous tous. Vos téléphones portables, vous êtes tous des reporters dans l'âme, puisque, souvenez-vous du Bataclan, le Bataclan, les premières images qu'on a reçues, c'est le journaliste qui était dans son appartement qui a filmé les gens qui sortaient par derrière et qui a d'ailleurs pris une balle dans le bras. Donc, les 3 temps de la crise, c'est avant, pendant et après. Donc, les premières étapes, c'est de la prévention, donc évaluer, réduire, vous vous souvenez de PART, c'est détecter, c'est-à-dire qualifier les événements. En gros, une cotation, ça ressemble à ça. Vous avez du danger immédiat, c'est rouge, du risque élevé, c'est orange, du risque moyen, c'est jaune foncé, du risque faible, c'est jaune clair, et du très faible risque, c'est blanc. Et puis, vous avez une réponse, c'est-à-dire la riposte. Et je vois que Ludovic a son épouse, que je salue, je lui présente tous mes voeux, et elle sait très bien, elle connaît que dans les communes, il y a ce qu'on appelle un PCS, un plan communal de sauvegarde. Et c'est typiquement ce que je suis en train de raconter. Donc, elle connaît ça par cœur. Alors, pourquoi, au nom de quoi, j'ai l'audace de vous parler de crise? Comment est-ce que moi, je prends la parole et je vous donne des recettes? J'ai eu, dans ma carrière, même si, encore une fois, on vous l'a présenté d'une certaine manière, j'ai eu l'avantage de pouvoir vivre rapidement des crises il y a quelques années, donc je vous en montre quelques-unes. Quelques structures pour lesquelles j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères, parce que je suis avant tout un diplomate à la base. Ensuite, j'ai travaillé pour l'UNICEF depuis New York. Donc, j'étais Emergency Officer, toutes les zones de guerre. Après, le centre d'analyse et de prévention des risques. Et puis, j'ai continué dans différentes autres structures. Alors, Dubrovnik, je ne sais pas si vous vous en souvenez, assiégé par les Serbes depuis Palais, bombardé, 6 décembre 91, une bombe toutes les 20 secondes. C'était une ville où il y a un festival d'opéra, ça ressemble un peu à Nice, et plongé dans le chaos le plus total, 40 000 habitants, plus rien à manger, plus de ressources. Donc, on a fait un corridor humanitaire avec des bateaux français, le Rance, des bateaux italiens. Et on n'était que 2, les Nations Unies, sur place à ce moment-là. Et donc, on a organisé tout ça. Moi, j'étais parti pour rester 3 jours et je suis resté 2 mois et demi. Et on a fait donc ce corridor humanitaire à Dubrovnik. La guerre du Liban, là, j'ai réussi à travailler avec… il n'y a pas de Croix-Rouge, je ne sais pas si vous savez, là-bas, il y a un croissant rouge. Donc, c'était les seuls à pouvoir circuler dans une voiture qui n'était pas blindée. Il y avait une ligne verte, une ligne de démarcation avec des Syriens qui étaient partout. Et moi, j'ai pu aller dans le Choufre, rencontrer Wahid Jumblatt notamment, à faire plein de choses. Et j'ai vécu cette crise qui était terrible. J'ai un souvenir, je passais d'un quartier à l'autre. Et il y a un quartier qui ressemble à ce que vous voyez là à l'écran. Et la rue d'après, vous aviez des oiseaux qui chantaient, des arbres. Il n'y avait pas un impact de balle. Donc, j'ai demandé à mon chauffeur du Croissant Rouge, qui était la personne avec qui je me déplaçais, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais c'est simple alors. Tous les 15 jours, une nouvelle milice va gérer le quartier et les habitants font une caisse, vont payer la milice et donc comme ça, il n'y a pas la guerre dans le quartier. Et là, j'ai eu ce mot de Paul Valéry en tête qui m'est revenu. La guerre, ce sont des gens qui se connaissent très bien, qui ne se connaissent pas maintenant, qui le font au profit de gens qui se connaissent très bien. Et c'est pour ça que c'est terrible. Parce que quelque part, c'est une mafia, c'est une abomination à calculer. Mais cette expression de Paul Valéry, que j'ai malheureusement mal prononcée, donc des gens qui ne se connaissent pas, qui la font au profit de gens qui se connaissent très bien, je l'ai vécu sur d'autres théâtres d'opération. À chaque fois, j'étais sidéré par ça. Sarajevo, 92, le siège de la ville. Donc, j'ai acheté les camions en Angleterre, des Bedford. J'ai loué les chauffeurs en Haute-Savoie. Et juste avant de descendre, j'ai appelé le directeur de l'UNICEF à New York, qui ne me connaissait pas. On était des milliers à travailler pour lui. Et je lui ai dit, voilà, il vient d'y avoir 82 morts. Qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, quel âge avez-vous? Seule chose qu'il m'a demandé. Je lui ai dit, j'ai 24 ans. Et là, il m'a répondu très simplement, il a dit, vous ne descendez pas. J'ai raccroché mon gros téléphone satellitaire de l'époque.
j'ai regardé mes chauffeurs qui n'étaient pas du tout habitués aux zones de guerre et j'ai compris que si je ne descendais pas, ils ne descendaient pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'étonnera pas Ludovic et les gens qui me connaissent, je suis descendu. Et quand je suis rentré à New York quelques semaines après, j'ai été convoqué à l'étage du directeur. Et là, j'ai dit une chose avec le respect que je devais au directeur de l'UNICEF. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, il y a des paramètres que vous n'aviez pas. Si je ne descendais pas, toute l'opération s'arrêtait. Donc, on aurait fait tout ça pour rien. Et les femmes et les enfants qui attendaient ce qu'on devait amener n'auraient rien eu, c'était l'hiver. Donc, j'ai décidé, c'est vrai, de ne pas écouter votre ordre, mais parce que je pense qu'il y a une maxime qui prévaut, c'est le terrain prime le commandement. Alors, il m'a renvoyé dans mon bureau, il ne m'a rien dit, puis finalement, je n'ai pas été viré, mais je pense que je suis passé à 2 doigts. Hein. C'était, comme on dit en anglais, on the edge. L'éclatement de l'URSS, donc ça, c'est quelque chose que j'ai eu le privilège de vivre parce que je parle russe. Donc, j'ai dispatché toutes les délégations des Nations Unies. J'étais le permanent à Moscou et je les emmenais. Vous savez, il y a 15 républiques, l'Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, tout ça. Et c'était voilà, une mission très, très intéressante. Et là, la langue, je peux que remercier mon père de m'avoir obligé à parler le russe au collège, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu avoir cette mission. L'Albanie aussi, donc Enver Hoxha, le pays le plus fermé d'Europe, c'est donc d'un seul coup, comme une déflagration ouverte. Après, ça a amené des mafias que vous connaissez, mais sur le moment, il n'y avait plus rien. Les hôpitaux étaient vides, il n'y avait plus aucun matériel. Donc moi, mon travail, ça a été de dispatcher dans toute l'Albanie, dans tous les hôpitaux, du matériel d'urgence. Et donc, ce n'est pas un très grand pays. Ça ressemble un peu à la Corse. C'est assez vallonné. Vous avez des gens habillés tout en noir, avec des traits assez marqués, des cochons sauvages. Il faut lire Colomba de Mérimée qui raconte bien ça. C'était une mission très, très intéressante. Et puis, une dernière que j'ai choisie, parce que c'est une des plus belles rencontres de ma vie, c'est un pays qui m'est très cher, l'Afrique du Sud, avec l'élection en 1994, cette fois, de Madiba, Nelson Mandela. Et là, j'ai eu le privilège de pouvoir côtoyer M. Mandela. Ça a été un choc terrible avec un homme qui avait été enfermé pendant 27 ans, qui a su pardonner avec une commission après de réconciliation. Donc, il y a plein de choses qui étaient très intéressantes, justement, sur l'après-crise. Alors, le rôle de l'intelligence économique dans tout ça, c'est quoi? Bien, pour moi, qui suis un fan de cartographie, il y a un outil qui vient de la sociodynamique, qui est très, très intéressant. Ça s'appelle la carte des partenaires. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à une situation, on ne juge pas les personnes, c'est juste leur rôle à l'instant T. On a en gros 7 catégories. On a le contractuel qui ne fait que le strict minimum. Par contre, il le fait. Hein. On a l'engagé. Alors lui, il est au-delà des exigences du patron. Il est en dehors des heures. Il travaille le week-end. Oui, écoutez, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et là, je suis en Zoom avec l'étranger. On a le constructif. J'entends qu'il y a quelqu'un qui est en Zoom avec l'étranger. Le constructif, lui, il veut bien faire, donc il veut faire des remarques pour faire progresser les choses. On a le donnant-donnant. C'est typiquement nos alternants dans les écoles de commerce, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir travailler, mais il faut une contrepartie tangible. Ticket restaurant, la voiture de fonction, rattrapage de jour. Enfin. Ensuite, on a l'opposant. L'opposant, lui, il s'oppose à la chose, il ne veut pas faire pour des raisons qui lui sont propres. Il n'aime pas le projet, il n'a pas envie, il n'est pas d'humeur. Donc ça, on dirait que c'est un peu le gilet jaune de maintenant. Le déchiré, alors là, on est dans une catégorie, on est en limite de sphère psy. Ça n'a rien à voir avec le lendemain d'une soirée arrosée. C'est un jour oui, un jour non. Quelqu'un d'imprévisible. En général, ces gens-là, quand on les voit arriver le matin, on sait si on est dans une bonne journée ou pas. Et à gérer, c'est très compliqué. Et puis, l'irréductible, alors lui, c'est le black bloc de nos moments présents, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour arranger les choses, il est là pour casser le système. Et en gros, pour faire bouger ces lignes, pour impliquer, ces cartes, elles sont faites pour impliquer les acteurs, les parties prenantes, on va avoir 3 méthodes. On va avoir une première méthode pour les 4 catégories qui sont sur le pourtour supérieur, donc c'est de l'animation, donc valorisation pour le contractuel, délégation pour l'engagé, le constructif, et puis écoute, valorisation, mais surtout écoute pour le déchiré. Le donnant-donnant, c'est le seul avec lequel on va faire de la négo, donc de la négociation, en essayant de bien comprendre. Vous savez, dans une négo, il y a toujours un objectif affiché et un objectif caché.
Et puis, pour les deux catégories d'en bas, qui sont les plus complexes, l'opposant, l'irréductible, on va faire de l'imposition. Mais là, j'ai vu peu de managers dans ma vie savoir faire ça. C'est-à-dire que c'est binaire. Soit vous faites, soit vous sortez. Facile à dire, très, très peu facile à faire. Alors, la crise fait qu'on vous demande d'agir immédiatement. Il n'y a pas de délai. Donc, on est forcément dans un événement inattendu, sinon ce n'est pas une crise. Je vous ai dit tout à l'heure, et c'est ça qui m'a étonné le plus depuis que je m'intéresse aux crises, 80% de ce qui se passe, ce n'est pas de l'action, c'est de la communication. Et très rapidement, il y a une mise en jeu de la réputation, voire même de l'organisation. Et après, ça va nous permettre de constituer une base de retour d'expérience pour qu'à l'avenir, on ne puisse pas revivre le même scénario. Vous me direz, sans vouloir être oiseau de mauvais augure, il y a des fois où on n'apprend pas puisqu'on répète nos mêmes erreurs. Mais normalement, c'est fait pour ne pas le faire. On a après une matrice qu'on doit essayer d'appliquer. Donc d'abord, comprendre où on met les pieds. Ça, c'est un petit peu la méthode CEP que je vous ai montré tout à l'heure. Cartographie, écoute, profilage, engagement. Ensuite, il faut agir, décider. Parce qu'un décideur, s'il ne décide pas, ce n'est pas un décideur. Et il faut garder le tempo. La crise, elle imprime un tempo. Nous, notre tempo, à partir de samedi, ça va être 18 heures. Un plan d'action à court terme, parce que quand on est en crise, on agit avant tout avec du court terme. Et puis, contrôler ce plan d'action avec des jalons, des repères. H+2, H+3, H+4. En même temps, il faut assurer, je vous l'ai dit tout à l'heure, la continuité de l'activité. Et il faut communiquer de manière simple et cohérente. Ça ne veut pas dire tout dire, mais ce qu'on dit, il va falloir le dire de manière claire et toujours la même chose. Alors, il faut essayer de connaître les menaces, donc faire une cartographie des risques qu'on a, anticiper quelque part les modes de réponse, savoir gérer et avoir une stratégie de communication. Ça paraît simple à écrire, mais rien que ça, déjà, c'est fondamental. Il faut, et c'est impératif, mettre à jour régulièrement pour prendre en compte l'évolution des menaces et des risques. Mettre à jour régulièrement. Si on ne le fait pas, une cartographie des risques qui n'est pas mise à jour, c'est zéro. Ça ne sert à rien. Autant rien faire. Donc voilà, une cartographie un petit peu sommaire, mais qui doit reprendre les thèmes principaux. Dans une crise, on a des émotions. Vous savez, les 6 émotions de base. La peur, la joie, la colère, le dégoût, la surprise et la tristesse. Vous avez un processus, vous avez une stratégie de communication avec des objectifs, une posture, une responsabilité, une forme de transparence. Vous avez des messages. Regardez M. Trump qui n'a plus son Twitter, avec des contenus, des illustrations. Vous avez des acteurs en interne, en externe. Vous avez des faits de manière tangible. Et puis, vous avez très souvent des déclencheurs de la crise. Alors, nos rétextes en matière de gestion de crise. Alors, cette image, elle n'est pas très jolie, l'histoire, je vous la raconte, mais j'ai pris des bouteilles d'eau grecque. Pourquoi? Parce que je souhaite illustrer le fait qu'une crise, c'est également une opportunité, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, pour un certain nombre de personnes. Ça, c'est vieux comme le monde. Il y aura toujours des personnes qui profiteront du malheur des autres. Vous l'avez vécu mieux, autant que moi, dans vos vies professionnelles et privées. Alors, pourquoi elles sont grecques, ces bouteilles d'eau? Parce que sur les plages en Grèce arrivent en ce moment des migrants. Eh bien, vous savez ce qu'ont fait les épiciers grecs? Ils ont multiplié par 4 le prix des bouteilles d'eau. Et chez eux, la crise, c'est un jackpot. Et si on essaye de regarder ce que nous disent nos amis chinois, crise, le calligramme dit les deux, dit danger et opportunité. Donc attention, la crise, c'est du pain béni pour les médias notamment. N'oubliez pas qu'un média, il ne dit pas la vérité. Il fait en sorte que ses ventes augmentent. Internet, qui va créer des crises en désinformant, en lançant des rumeurs, en amplifiant. Et une rumeur, c'est comme un cheval au galop, hein, on ne l'arrête pas. Les mouvements associatifs, qui ont de plus en plus de poids et qu'on peut instrumentaliser. Alors moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, qui vient d'un ouvrage que vous avez peut-être lu, Il Princo, le prince, de Nicolas Machiavel, qui n'a jamais dit « la fin justifie les moyens », mais c'est ce qu'on a retenu. Parfois, c'est comme ça l'histoire. Mais qui a dit, en revanche, «
toute communication doit être permanente et mesurée. Permanente parce que, même si on n'a rien à dire, on empêche l'autre de parler, c'est de l'offensif, hein. Et mesurée parce que même si ça fait du bien sur le moment de dire du mal de quelqu'un, un jour ou l'autre, comme on est dans un milieu contraint, ça va se retourner contre vous. Alors, parler le premier, c'est l'histoire de l'affaire Guerlain. Est-ce que l'affaire Guerlain, c'est clair pour tout le monde? Vous en souvenez? Élise Lucet, quand elle était encore au journal de invite ce vieux monsieur, 82 ans, et ce monsieur trouve Élise Lucet tout à fait à son goût, et donc il va, vous savez, comme les hommes quand ils veulent séduire, il va faire le pan. Plus il va faire le pan, plus il va bomber le torse, et moins il va faire attention à son débit. Et il va sortir une énormité, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il va dire « Toute ma vie, j'ai travaillé comme un nègre, encore faut-il que les nègres travaillent. » Vous vous en souvenez de ça ou pas? Derrière ça, Élise Lucet regarde ses lèvres et dit « Je ne le crois pas, il n'a pas dit ça. » Si, il a dit ça. Et pendant 5 jours, Guerlain ne va pas communiquer. Mais pendant ce temps-là, les antiracistes, les altermondialistes vont commencer à boycotter les magasins Guerlain, celui des Champs-Élysées va fermer, il va y avoir des manifestations à Bellecour, enfin plein de choses. L'action, encore une fois, va vraiment chuter. Et au bout de 5 jours, Guerlain se fend d'un communiqué liminaire dans lequel ils disent « Nous nous désolidarisons de cette personne qui d'ailleurs n'appartient plus à l'entreprise. » Parce qu'en fait, le malentendu, il s'appelle Guerlain parce que c'est le fondateur, mais il n'est même plus salarié. Et voyez donc, je parlais d'impact tout à l'heure, qu'un retraité peut avoir un impact sur la structure. C'est ça qu'il faut. Vous savez, Sun Tzu disait, dans l'art de la guerre, celui qui gagne, c'est celui qui ne sous-estime pas son interlocuteur. Et ça, pour moi, c'est essentiel. On n'humilie jamais personne et surtout, on ne sous-estime pas. Deuxième axiome, il faut jouer la transparence. Encore une fois, ça ne veut pas dire tout dire. Mais ce qu'on dit, on le dit de manière constante. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que des allers-retours, que des atermoiements. Il faut prendre ses responsabilités et il faut faire jouer les caisses de résonance, les alliés, les neutres, les hésitants, toutes ces choses. Occuper le terrain, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire en sorte de ne pas laisser parler votre contradicteur. Il faut informer l'interne. Très souvent, le problème, il vient de l'interne, plus que de l'externe. J'ai mis l'affaire Biblos, je ne sais pas si vous vous en souvenez de l'affaire Biblos, la boîte de sécurité de Lyon. Il y a 6 ans, il y avait un SDF qui était allé voler une canette de bière à Lyon-Pardieu, Carrefour. Et il y a 4 vigiles qui lui sont tombés dessus, qui lui ont explosé la cage thoracique. Et le patron, qui est un chrétien maronite du Liban, qui s'appelle Simon Hayek, m'a dit « Laurent, il faut que tu m'aides. » Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas très joli ce que j'ai fait, mais je vous dis, on ne paye pas pour faire des leçons de philosophie. Donc, j'ai organisé des communiqués de presse plusieurs fois, 5, 6, 7, 8 fois par jour, dans lesquels, à chaque fois, je ne mentionnais que Carrefour. Or, tous les journalistes nationaux qui venaient à Lyon, ils allaient à la Pardieu, ils voyaient les signes Carrefour, tout le monde filmait Carrefour. Sauf qu'il y avait en fait 2 vigiles Carrefour, mais il y avait 2 vigiles Biblos. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ça s'appelle du mensonge par omission. Donc, c'est ça, occuper le terrain. Informer l'interne. Troisièmement, on doit construire un message, ce qu'on appelle le storytelling. On va en fait adapter la réalité, hein, c'est le griot africain hein, qui va vous raconter une histoire. Et je vous répète, 80% de la gestion de la crise, ça passe par la communication. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on a vécu une crise, il faut penser à l'après-crise, donc il faut absolument débriefer. Parce que sinon, on va avoir des traumatismes. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des organes un peu spéciaux comme le GIGN. Le GIGN, chaque fois qu'ils reviennent d'une opération, eh bien, ils vont débriefer sur le plan technique. Est-ce que le moteur était assez puissant de la voiture? Est-ce que la cadence de tir était la bonne? Oui, ça, d'accord. Mais aussi sur le plan émotionnel, parce que ce qu'on ne veut pas, comme ils reviennent d'une opération en général qui a été difficile, délicate, avec parfois des dommages, avec des victimes qui peuvent être dans des états assez catastrophiques, on ne veut pas qu'ils aillent polluer leur famille. Donc, on va concentrer cette dépollution au sein de l'unité. Donc, ça, c'est du débriefing. C'est pour moi essentiel. Le retour d'expérience pour avoir des bonnes pratiques hein, et surtout prévoir toujours que la crise, elle n'arrive jamais où on l'attend. Donc,
prévoir de manière souple ce qu'on appelle des événements non souhaités. Comme la crise qu'on connaît, elle est inédite. On n'a jamais eu une crise qui a duré aussi longtemps, qui fait des allers-retours. Voilà, c'est quelque part, on ne pouvait pas la prévoir. On prend des mesures, enfin, on ne pouvait pas la prévoir. Je vais peut-être un peu vite là, parce qu'il y a différents écrits en ce moment qui disent que quand même, il y a plein de choses qui auraient dû nous mettre l'alerte. C'est toujours facile d'ailleurs de le dire après, mais il y a des écrits qui sont antérieurs à la crise. Prendre des mesures, sinon, encore une fois, on n'a rien compris, donc des correctifs. Et puis attention à la mémoire du web, parce que Google, vous le savez, retient tout. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci Laurent, c'était bien, bien vivant, bien illustré. Bien illustré. S'il y en a quelques-uns qui ont des questions. Allez-y. Si elles sont trop indiscrètes, je ne répondrai pas, mais si elles ne le sont pas, je pourrais répondre. Serge a une question. Il faut ouvrir ton micro, Serge. Donc, j'ai la parole, s'il vous plaît. Oui, merci. Oui, vas-y, Serge. Merci Laurent de cet exposé avec une implication que l'on ressent depuis très longtemps, hein, puisque, à mon avis, vous étiez dedans quand vous étiez petit, hein, presque. Moi, j'ai vécu beaucoup de gestion de crise dans mes activités professionnelles et puis aussi en tant que bénévole aussi à la préfecture et la zone de défense de Lyon. Et je retiens deux aspects qui ont été développés. L'importance de la communication, parce que ça a toujours été un point faible dans ce que j'ai vécu. Et un autre aspect qui a été développé, mais vous en aviez un peu moins parlé, c'est la préparation à la crise. La prévention, ok, mais l'anticipation, comment on anticipe les crises. Alors, c'est peut-être pas valable quand on subit une crise qui n'a vraiment pas été prévue, mais je sais que dans mon entreprise, on se préparait à la crise avec des fiches décrivant les attributions de chacun. Bon, j'avais un peu développé ça. Mais voilà ce que je voulais dire. Et ma question, c'est comment se prépare-t-on au mieux à la crise? Alors aujourd'hui, et je suis content de pouvoir vous reparler, Serge. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on s'est recroisés dans la rue il y a quelques Oui, exact. Je suis très content de pouvoir vous reparler. En fait, il y a aujourd'hui une modalité qui est assez nouvelle. On appelle ça les serious games. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de plus facile pour retenir des notions, on le sait quand on est enseignant, que de mettre du ludique. Et ils ont développé des plateformes sur lesquelles on va s'entraîner de manière autonome. On peut le faire chez soi, on peut le faire en équipe, on peut le faire dans un bâtiment où on aura adapté les structures. Donc, les serious games, c'est une première solution qui est très intéressante. Et je reviens sur une chose essentielle que vous avez dit, j'ai dû aller trop vite, c'est certain, c'est que l'effet de répétition permet en fait de générer une réaction du corps qui va vous éliminer, en tout cas faire en sorte que vous ne soyez pas submergé par vos émotions. Parce que la crise, elle est perturbatrice. Quand il y a des flammes de 10 mètres, si vous n'avez pas des automatismes pour savoir qu'on ne prend pas l'ascenseur, on trouve les escaliers, c'est à gauche ou à droite, c'est mort. D'où l'idée de faire des exercices incendie, par exemple. Alors, même si ça ennuie tout le monde, mais c'est pour cela. C'est-à-dire que pour le jour donné, vous ne serez pas submergé par vos émotions. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'était ce que j'avais appelé les fiches réflexes. Hein. Ça revient en même. Hein. Des fiches qui décrivent qui doit faire quoi lorsqu'une situation, même imprévue, se passe. Bon, je crois que c'est un peu logique hein, qu'on pense à ça. Alors, ça fait appel à une autre notion. Quand on a des communautés françaises, je pense notamment à l'Afrique, on a ce qu'on appelle des plans d'évacuation qui sont dessinés et vous avez des chefs d'îlots, vous avez tout un plan d'évacuation de rassemblement avec des lieux. Et quand arrive la crise, parce que malheureusement en Afrique, il y a souvent des coups d'État, eh bien, on a tout un dispositif, un maillage territorial avec des personnes qui ont des rôles à jouer et tout ça, ça va vous amener vers l'ambassade. Ah, c'est bien, quelqu'un a mis la mosaïque, un peu tous les interlocuteurs, c'est parfait.
Bonsoir, Monsieur Bacot, je ne vous ai pas vu encore. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Je vois personne qui lève la main, donc si vous voulez prendre la parole, allez-y. Oui, Jean. Alors, il y a Jean Ludovic qui a une Il faut mettre question. ton micro, Jean. Micro. Voilà. Voilà. Ma question est très courte, la suivante. Est-ce que vous considérez que la crise fait partie des choses normales dans l'entreprise? Malheureusement, nos enseignements, nos vies respectives, on en parlait encore hier, Monsieur Bacot, font qu'on connaît tous des crises. Donc, c'est impératif, surtout aujourd'hui. On est concentré sur tout un ensemble de technologies. Si d'aventure, un aspect ne fonctionne plus, c'est l'effet papillon, c'est un effet en cascade, donc il faut s'y préparer. Je vous donne un exemple très simple. Il y a quelques années, il y a un répartiteur téléphonique qui a sauté à côté de la gare de Tours, si j'ai bonne mémoire. Pendant 3 heures, il n'y avait plus de réseau téléphonique. Mettez-vous tous ceux qui m'écoutent là, en situation. Comment vous faites quand vous arrivez d'un train? Vous téléphonez, vous dites je suis là, t'es où? T'es où? T'es garé où? Eh oui, mais s'il n'y a pas le téléphone, faites comment? Et donc ça, à moins d'avoir été préparé comme certains dans les services de l'armée notamment, où on sait avec un plan raccro, urgence, toutes ces choses-là, comment monter à l'avance des rendez-vous. Mais sinon, on est complètement otage. Lisez Petite Poussette de Michel Serres, qui vous dit que nos générations, on est complètement concernés, concentrés par ces choses-là. Et donc, la crise, elle arrive aussi par là, et surtout par là. Donc oui, pour répondre tout simplement, je pense que si on ne s'est pas préparé, encore une fois, on a tous vécu des crises personnelles, des crises émotionnelles, des crises professionnelles, des crises de couple, des crises de hiérarchie, des crises de tout genre. Donc, il faut… après, je parlais du GIGN tout à l'heure, la grande leçon que j'ai eu la chance de vivre à côté de ces gens-là, c'est qu'ils sont tous recrutés, en gros, c'est des chats maigres, hein. Physiquement, c'est tous les mêmes. Ce n'est pas là-dessus qu'on fait la différence. La différence, c'est le mental. C'est-à-dire qu'eux, en période de crise, ils ne vont pas suragir. Ils vont rester calmes, quelle que soit la pression. Ou à Saint-Cyr aussi, l'exercice, vous savez, avec le tunnel dans l'eau. Voilà, ça, c'est des mises en condition. Tout à l'heure, la question de Serge Point, elle concerne ça. Il faut avoir l'habitude, il faut vous entraîner à… Parce que sinon, effectivement, la première vague va arriver, vous allez peut-être résister, mais la deuxième, la troisième, ça va mal se passer. Je rebondis. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, que l'état normal, c'est un état de crise permanent, et quand il n'y a pas de crise, eh bien, c'est tout bon, tout gagné, tout bénéfice? Ben, sans doute, mais je vous raconte une autre anecdote. J'ai traversé le désert à différentes reprises pour amener du matériel humanitaire à des populations africaines. J'étais parti avec une médecin du 12e arrondissement de Paris qui s'appelait Dorine, et je m'en souviens très bien, c'était il y a 30 ans, 35 ans, et on était dans le désert, et il n'y avait pas un son. Ben, vous savez ce qui s'est passé? Elle a pété un câble. Il a fallu l'exfiltrer parce qu'il n'y avait pas de son. Le fait de ne plus avoir de bruit, comme je reviens à votre idée de normalité, ça n'était pas sa zone de confort habituelle, ça l'a tellement perturbé qu'on a été obligé, je vous dis, de mettre en place un plan d'évacuation dans le désert. Donc, ça a vraiment été compliqué pour l'évacuer. Rien que le fait qu'il n'y ait pas de bruit. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Ludovic, tu voulais intervenir tout Non. à l'heure, je crois. Non, c'était pour savoir s'il y avait d'autres questions. Pour plaisanter, la crise d'adolescence, vous la placez comment? De l'acné, d'abord, de l'acné. Éruptif. Je la placerai volontiers dans mon futur. J'aimerais tellement revivre ça. Je le vivrai différemment, peut-être. Oui, à mon avis, mais bon. Est-ce qu'on la vivrait différemment parce qu'on sait? C'est une question, ça. Je ne sais pas. Il y a des erreurs qu'il faut quand même faire, à mon avis. Oui, la crise d'adolescence. Si jeunesse savait, si vieillesse pourrait, comme on dit. Vas-y, Hervé.
La crise d'adolescence avec du rétex, ça n'existe pas. Hein. La crise d'adolescence avec du rétex. Je crois qu'il n'y a plus de questions, Ludovic. Ok, bon, mais écoute, Si tu veux conclure. encore un grand merci, Laurent, pour cette conférence. C'était vraiment très, très intéressant, très illustré.